Pierre Gallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du contrôle et de la lutte contre le travail illégal. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre service? Alors, mes services, qui sont la direction du contrôle de l'URSSAF Île-de-France, ont pour mission en fait de planifier, organiser et décliner une stratégie de contrôle de l'ensemble des secteurs professionnels, entreprises et travailleurs indépendants qui relèvent de notre organisme, à la fois de façon aléatoire pour s'assurer que toutes les entreprises peuvent faire l'objet d'un contrôle, et puis aussi essayer le plus possible de cibler le risque et d'aller chercher l'anomalie là où elle est pour pouvoir mettre en conformité les entreprises qui n'y seraient pas. Il y a deux types de contrôle, le contrôle d'assiette et le contrôle sur le terrain. Comment on différencie ces deux types d'intervention? Alors, en fait, le contrôle comptable d'assiette, c'est ce qui représente aujourd'hui la majorité de notre activité de contrôle. C'est une activité qui consiste à ce que un inspecteur du recouvrement se déplace dans l'entreprise après l'avoir prévenu et procède à une vérification sur place et donc sur pièce, pour s'assurer de l'exhaustivité et de la fiabilité des déclarations sociales faites par l'employeur sur la base de documents comptables, sociaux, sur aussi des pièces qui sont par ailleurs fournies au service des impôts des entreprises, à la DGFiP, partenaire avec laquelle évidemment on travaille, et qui consiste donc à, sur la base de ces éléments, à essayer de s'assurer que ce qui doit être déclaré l'a bien été, et que les sommes qui ont été versées sont fiabilisées. Et faute de quoi, soit l'inspecteur à la fin de ses investigations, peut être amené à redresser l'entreprise en estimant qu'il y a des sommes qui, par exemple, n'ont pas été correctement intégrées à l'assiette sociale et donc doivent donner lieu à une régularisation. Mais il peut aussi, lorsque la réglementation est mal appliquée, mais au bénéfice de l'entreprise, bien évidemment, dégager un crédit. Et donc à ce moment-là, l'URSSAF va complètement rembourser l'entreprise. Ça, c'est le premier champ du contrôle qui aujourd'hui mobilise 240 inspecteurs du recouvrement sur toute l'Île-de-France. Puis après, on a une deuxième mission qui effectivement est celle de la lutte contre le travail dissimulé, qui occupe aujourd'hui 85 inspecteurs sur toute l'Île-de-France, 85 inspecteurs qui sont spécialisés sur cette mission et qui sont tous habilités à cibler, rechercher, constater le travail dissimulé en intervenant de manière inopinée, là aussi sur l'ensemble des secteurs professionnels. Ça peut être dans une entreprise, sur un chantier extérieur, sur un échafaudage, peu importe la situation. Le but étant, à l'instant de notre intervention, de s'assurer que l'ensemble des personnes qui sont en situation de travail à un instant T sont bien déclarées et sont correctement déclarées par l'employeur ou le sous-traitant qui les embauche. Et ça, cette mission, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, elle occupe 85%, elle occupe 85 inspecteurs spécialisés en la matière, et qui ont donc, au-delà de ce constat, vont ensuite mener les investigations pour s'assurer finalement de l'ampleur des situations qui ne seraient pas correctement déclarées, au-delà du simple constat le jour J, et qui va ensuite, après avoir entendu l'employeur, pour aussi lui permettre de s'expliquer sur la situation, et aussi nous, pour comprendre l'ampleur du préjudice, pour aussi matérialiser l'intentionnalité, va engager ensuite une action de redressement, et derrière, évidemment, ouvrir une action de recouvrement. Et ça, c'est vraiment une mission très importante, puisqu'évidemment l'important c'est de pouvoir stopper la fraude là où elle est présente, mais également ensuite essayer de récupérer les sommes qui étaient dues et qui auraient dû être payées par l'employeur qui n'a pas déclaré les salariés. Pareil. Ils font combien de contrôles par année? Alors au total, l'URSSAF de France, elle réalise un peu plus de 10 000 actions de lutte contre le travail dissimulé. Ces 10 000 actions recouvrent à la fois une grande partie des actions de prévention, c'est-à-dire de vérification aléatoire dans un commerce, comme ça peut être le cas vendredi,
sur un chantier, dans une entreprise, et ça recouvre également l'ensemble de nos actions ciblées, au terme desquelles nous avons abouti à un constat patent de travail dissimulé, et à la suite desquels on dégage un redressement, c'est-à-dire des sommes dues par l'employeur. Donc fin janvier, vous avez mobilisé 300 inspecteurs sur 65 communes. Quel bilan tirez-vous de cette journée? Alors cette journée, elle a permis de dégager un bilan très positif pour cette opération, une opération qui avait, je le rappelle, un premier objectif, qui était celui de donner à voir notre mobilisation, celle de l'URSSAF Île-de-France, contre le phénomène de travail dissimulé. Et sur un secteur qui, par ailleurs, peut présenter des risques assez récurrents d'anomalies. Avec aussi deux objectifs sous-jacents sur ce secteur professionnel, mais comme sur tous les autres sur lesquels on intervient, à la fois de bien rappeler à l'employeur et aux personnes présentes l'importance de notre rôle pour garantir leurs droits sociaux, parce que vous avez pu le constater vendredi, une personne qui n'est pas déclarée dans un salon de coiffure ou un autre commerce, c'est tout simplement aussi une personne qui, en cas d'accident du travail, n'est pas prise en charge, qui, en cas de cessation d'activité, n'est pas prise en charge par l'assurance chômage, et qui, au bout de sa carrière, ne bénéficiera d'aucun droit à la retraite. Deuxième objectif sous-jacent, là aussi, garantir une concurrence loyale entre commerces ou au sein d'un secteur professionnel. Parce qu'évidemment, si je prends l'exemple du salon de coiffure, des salariés qui ne seraient pas déclarés permettent effectivement aux dirigeants de présenter une gamme tarifaire beaucoup plus compétitive que ses concurrents. Et donc, de ce point de vue, l'opération, elle a eu vraiment un impact très positif. On a quand même réussi à contrôler plus de 300 établissements. 300 établissements qui nous ont amené à vérifier la situation de plus de 600 individus constatés sur place, auditionnés. Et derrière, à la fin de cette journée, le taux de fraude s'est élevé à plus de 33%. Donc, ce qui montre bien l'intérêt de notre action d'un point de vue préventif et pour essayer de stopper les situations de fraude qui ont été détectées, et qui montre également finalement l'ampleur du risque sur ce secteur professionnel, mais ce chiffre n'est pas très différent de ce qu'on peut faire par ailleurs sur ce type d'opération massive sur d'autres secteurs professionnels. Quelles sont les suites judiciaires après la convocation du gérant d'un commerce? Alors précisément, lorsqu'un inspecteur en fait en matière de travail dissimulé constate qu'un salarié n'est pas déclaré, évidemment, il va déjà prendre tous les renseignements sur place sur le salarié. Quel est son planning? Est-ce qu'il dispose de bulletin de salaire? À combien s'élève sa rémunération? Pour quel volume horaire? Et puis après, effectivement, en fonction de ces éléments, on va dans un deuxième temps convoquer le dirigeant dans le cadre d'une audition libre, pour lui donner aussi la possibilité d'amener peut-être des pièces justificatives, expliquer ce qui s'est passé. Il peut venir accompagné de son expert comptable, d'un conseil. À la suite de quoi, si l'inspecteur maintient ses constats initiaux et démontre l'intentionnalité, cette entreprise va faire l'objet d'un redressement. Et donc, on va venir réclamer des sommes à l'URSSAF qui auraient été dues. Parallèlement, une action de travail dissimulé, étant une infraction pénale au titre du Code du travail, cette action va faire l'objet d'un procès verbal auprès du procureur de la République géographiquement compétent. Et il appartient au procureur de la République et concrètement au parquet de donner une suite à ce signalement qui peut passer par une enquête menée par un service de police ou de gendarmerie pour, là aussi, une nouvelle fois, auditionner le dirigeant et éventuellement engager des poursuites supplémentaires. Et je le rappelle, le travail dissimulé, c'est une situation qui peut vous amener à prononcer par le juge des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Concernant le gérant vis-à-vis du travailleur en emploi dissimulé, qu'est-ce qu'il va être obligé de faire? Est-ce qu'il doit régulariser sa situation? Comment ça se passe? En cas de constat de travail dissimulé, l'inspecteur va figer la situation pour l'entreprise et donc en fonction des éléments qui vont nous être communiqués sur l'ampleur de l'anomalie, les inspecteurs URSSAF et derrière les services de l'organisme en matière de gestion des comptes vont se charger de régulariser la situation de la personne qui va pour nous est
est pénalisée parce qu'elle, du coup, sa situation ne lui ouvre pas des droits sociaux. Et donc, on va la rétablir dans ses droits, c'est-à-dire on va lui donner la possibilité d'être correctement déclarée pour le passé et pour l'avenir, de sorte à ce qu'elle puisse se voir réouvrir, si je puis dire, des droits à la retraite, à l'assurance chômage et sur la couverture des autres risques sociaux qu'implique son activité de salarié et qui implique le fait d'être dans un statut de salarié. Les agents sur le terrain ont vraiment une approche pour rassurer et faire passer un message en leur expliquant leurs droits, etc. C'est vraiment important de rappeler aux salariés qui sont pas en tort et que c'est le gérant qui pose problème, entre guillemets. Alors, c'est vrai que c'est très important pour l'URSSAF et pour ceux qui la représentent, à savoir sur ce type d'opération, les inspecteurs du recouvrement, c'est vraiment au cœur de leur mission d'être pédagogique à l'égard des salariés, mais aussi à l'égard des employeurs. Bien que une situation de travail dissimulé puisse être constatée, il est aussi de la responsabilité des inspecteurs de rappeler à toute occasion, et aussi lors des actions préventives, au terme desquelles, par exemple, on ne trouve pas d'anomalie, de rappeler les obligations auxquelles ils sont tenus, l'importance de ces obligations, que c'est pas simplement une somme d'argent qui est versée chaque mois ou chaque trimestre, c'est aussi derrière des garanties apportées aux salariés et aussi des garanties pour aussi s'assurer une concurrence loyale sur un secteur. Cette dimension pédagogique, on la retrouve en matière de travail dissimulé, mais on la retrouve aussi sur l'ensemble du champ de nos activités contrôle. Si je prends le cas plus classique d'un inspecteur qui se déplace en entreprise et qui effectue le contrôle de l'assiette sociale, il aura à cœur, à n'importe quel moment du contrôle, de répondre déjà aux questions que peuvent se poser les services RH, de la comptabilité, de la paye, et le représentant légal de répondre à toutes les questions qui se posent sur l'application de la réglementation. C'est au cœur de leur mission de conseil. Et puis évidemment, tout au long de la procédure de contrôle, y compris jusqu'à la clôture et au moment de la présentation des conclusions du rapport de contrôle, de faire œuvre de pédagogie. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout au long du cheminement de leurs activités. Sur l'année 2024, même si les chiffres sont pas tout à fait exacts, quelle est l'évolution par rapport à 2023 ? Alors, il y en a plusieurs. Si je ne prends en tout cas que le champ du travail dissimulé en lien avec l'opération de vendredi, l'URSSAF de France continue de faire progresser de manière significative les sommes qui sont redressées. En 2023, nous avions redressé 466 millions d'euros, c'est-à-dire 466 millions d'euros de cotisations et majorations de redressement qui ont été réclamées suite à nos constats de travail dissimulé. Cette somme, a priori, s'élèverait à plus de 580 millions d'euros en 2024, bien que le chiffre ne soit pas encore complètement stabilisé. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous avons dépassé largement notre résultat de 2023, qui lui-même dépassait celui de 2022. Ça s'explique d'une part par la qualité du ciblage qui peut être fait sur les entreprises les plus à risque, là où la fraude est importante, même si, encore une fois, dans une stratégie de contrôle, on s'attache à couvrir tous les secteurs professionnels, quelle que soit la taille de l'entreprise et l'enjeu financier. Et puis ça s'explique aussi par les moyens supplémentaires que l'URSSAF consacre sur cette mission. Des moyens qui sont en croissance depuis plusieurs années et qui, depuis mai 2023, moment où le ministère des Comptes publics a déployé un nouveau plan fraude qui occasionne une augmentation significative de nos ressources, puisque d'ici à fin 2027, nous aurons doublé concrètement le nombre d'inspecteurs en matière de travail dissimulé. Sur les 466 millions de 2023, à quoi correspond ce chiffre de redressement ? Ces chiffres occupent une place déjà importante au niveau national, faut le savoir. Ça représente plus de 40% du résultat national, c'est-à-dire que l'URSSAF de France parvient à couvrir une grande partie du phénomène de fraude au niveau du territoire national, sachant qu'au niveau national, l'ensemble du réseau des URSSAF a redressé pour 1,2 milliard de cotisations et majorations les entreprises en situation de travail dissimulé. Cette somme, il faut bien se figurer ce que cela représente sur le champ plus large de la protection sociale et sur ses dépenses. 1,2 milliard d'euros, c'est concrètement 310 millions de doses de vaccins contre la grippe distribuées.
dans un contexte où on le sait, on est en train de prolonger les campagnes de vaccination et où le pic n'est pas encore atteint. Donc c'est quand même bien une donnée fondamentale pour le financement de certaines dépenses. De la même manière, cette même somme, 1,2 milliard d'euros, c'est l'équivalent de 65 millions de consultations chez un généraliste. C'est-à-dire concrètement le même nombre d'habitants en France. Donc on voit bien que cette mission de lutte contre la fraude et tout ce qu'elle elle génère en redressement et en somme récupérée permet finalement derrière à la fois de financer, enfin de rétablir des personnes dans leurs droits sociaux et puis plus largement, au-delà des seuls individus concernés, de financer les dépenses des dépenses de protection sociale qui bénéficient à tous les ressortissants du régime.